Bonjour, bienvenue à toutes et à tous à ce webinaire Équiper vos postes de télétravail de façon durable, organisé donc par la CCI Grand Est avec le soutien de Climaction et du CNA. Alors je m'excuse tout de suite auprès du CNA, je viens de voir qu'on avait omis de mettre leur logo sur notre support, avec toutes mes excuses. Donc Climaction, pour ceux qui ne les connaissent pas, donc c'est le programme d'aide financière qui est porté par l'ADEME et la région au niveau Grand Est sur les sujets de la transition énergétique et écologique, et le CNA est le Conseil national des achats. Alors je vais allumer ma caméra pour me présenter. Christelle Richy, donc je travaille au sein de la CCI Grand Est. Je fais partie d'une équipe qui intervient donc auprès des entreprises du territoire donc du Grand Est sur tout ce qui touche aux thématiques de l'efficacité énergétique, des énergies renouvelables et de l'efficacité matière. Alors moi personnellement, j'accompagne les entreprises donc déjà depuis une vingtaine d'années. Donc initialement, j'étais dans le domaine bancaire et financier. Et puis depuis 9 ans, je travaille au sein de la CCI, plus particulièrement donc en charge des thématiques de la gestion des déchets, de l'économie circulaire sur le territoire lorrain, et puis de la thématique des achats durables donc au niveau du territoire du Grand Est depuis maintenant à peu près 5 ans. Donc ce webinaire va particulièrement vous intéresser si vous êtes acheteur, acheteuse, si vous êtes dirigeant d'entreprise ou personne qui s'occupe des ressources humaines et en tout cas qui est en charge du télétravail, enfin de la mise en place du télétravail dans votre entreprise, et puis de tout l'équipement des salariés autour de ce dit télétravail. Vous cherchez donc à savoir si les équipements télétravail et le développement durable sont compatibles. Eh bien, nos experts vont vous répondre. On va regarder ensemble le programme donc, de ce webinaire qui va être dense pendant cette heure et demie. Nous allons avoir donc des interventions d'experts comme celle donc de Christophe Fallot qui va nous présenter donc suite à la démocratisation du télétravail, qui va faire un point d'étape en fait pour savoir où on en est dans sa mise en place et dans ses contraintes. Est-ce que c'est devenu un acquis pour les salariés? Comment l'entreprise peut s'y prendre pour que les salariés accèdent aux données? Comment communiquer, collaborer, que ce soit en interne ou en externe dans les entreprises et surtout de façon sécurisée et durable. Et puis, on verra de quel équipement donc durable on parlera, matériel informatique, télécommunications, bureau, siège. Rémi interviendra ensuite, il est ergonome pour expliquer comment peuvent être améliorées les conditions de télétravail des salariés chez eux. Et puis, nous aurons la chance d'avoir donc 3 offreurs de solutions qui interviennent et qui sont basés donc dans le Grand Est. Nous aurons donc Salem Tiran qui travaille chez All-in, Romain Nicolas chez Wacom et Régis Monod chez Steelcase. Vos micros sont coupés, mais vous pouvez intervenir tout au long du webinaire par l'intermédiaire du chat qui se situe à droite. Un temps de questions-réponses est dédié à la fin du webinaire, donc pour pouvoir vous envoyer vos questions et moi j'interpellerai les intervenants de ce webinaire. Les supports qui sont présentés vous seront envoyés à la fin du webinaire et un replay sera disponible, donc je vous enverrai le lien vers ce replay. Donc comme le webinaire est dense, je vais passer la main sans plus attendre, enfin le micro plutôt, à Christophe. Donc Christophe Allot, qui travaille chez Euclid, qui va se présenter. Merci beaucoup Christelle. Donc effectivement la première partie sera consacrée, comme Christelle l'a présenté dans son ordre du jour, à une revue sur, je dirais 1 an après, où en est-on du télétravail et la façon dont on peut l'organiser dans les entreprises d'un point de vue un peu plus matériel et essentiellement télécommunication. Pour ma part, je suis associé Euclid depuis 8 ans et j'accompagne un certain nombre d'organisations et d'entreprises dans le renouvellement de leurs services télécom et leur optimisation. Voilà pour ma part. Donc, effectivement, ce qu'on peut en 2 petits slides peut-être présenter qui nous sommes, Euclid Consulting. Donc, nous sommes un cabinet composé d'une 30aine d'associés répartis sur l'ensemble du territoire national.
Alors, je propose de passer à la slide d'après, Christelle. Je sais qu'il y a un petit délai, une petite latence entre les deux, mais ça, c'est pas bien grave. Et notre métier est de vous accompagner sur des solutions d'optimisation qui sont très opérationnelles sur les achats hors production et dans la recherche de subventions sur des projets bien identifiés. Alors, Christelle, je vois toujours le Oui, premier avec slide. toutes mes excuses, ça ne défile pas. D'accord. Je règle ça. Pas de souci. Bon, je continue sur la présentation d'Euclid. C'est certainement le moins important en termes de support. Donc, juste pour revenir sur notre métier, nous intervenons essentiellement sur les frais généraux, dit également les achats de type indirect. Merci Christelle, super, ça marche. Voilà, je reviens juste sur l'implantation. On est un peu partout en France et on a 4 métiers différents. L'optimisation des frais généraux achats indirects, j'en parlais, avec une particularité qui est la rémunération au succès. On a un métier assez historique où on intervient sur l'optimisation des charges sociales et la fiscalité locale. Un métier un peu plus récent, mais une activité qui est en très forte progression chez nous, c'est la recherche de subventions sur tout un tas effectivement de thématiques qui sont largement accompagnées aujourd'hui, notamment on va certainement en parler, la numérisation, puisque quand on parle de télétravail, on parle forcément de numérisation. Et le dernier point, c'est ce qu'on appellerait le conseil opérationnel sur des pôles de compétences bien particuliers. Chez Euclid, on accompagne nos clients au forfait sur des missions très, très spécifiques. Voilà, j'en dirai pas plus, c'est pas l'objet du tout aujourd'hui de la présentation de la société Euclid, c'est plutôt directement sur la prochaine slide de vous faire un point sur l'entreprise et le télétravail aujourd'hui. Donc le télétravail effectivement a été en forte progression, on a vécu des pics jusqu'à 40% des collaborateurs qui étaient en télétravail, notamment l'année dernière. Et on s'aperçoit que c'est un mode de télétravail, de façon de travailler qui a tendance à s'installer. Il est tout d'abord plébiscité par de nombreux collaborateurs. Il y a une harmonie, je dirais, je dirais plus directe entre vie privée et vie professionnelle. C'est quelque chose donc qui va certainement perdurer dans le temps. Et également, elle est encouragée par les entreprises. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir, par ce biais-là, maintenir l'activité en cas de crise. Mais c'est aussi, je rajouterais par rapport à la présentation, devenu un argument de fidélisation parce qu'on s'aperçoit que les salariés, notamment les jeunes, sont vraiment en attente de ce mode de travail. Voilà. Cependant, il y a des limites au télétravail. On va certainement s'orienter vers des organisations qui sont plutôt hybrides, où le 100% télétravail n'est pas souhaité, et on va travailler à la fois en agence, à la fois de chez soi, et bien entendu, éventuellement, chez nos clients ou dans des sites distants. Alors, on vous a mis 3 petites vignettes sur en bas de la slide. Je retiendrai, je dirais un chiffre par vignette, le 53% des gens qui se sentent efficaces en télétravail. On voit bien qu'il y a une limite au télétravail dans, je dirais, l'efficacité. En tous les cas, c'est le ressenti des salariés. Donc, il faut les accompagner sur cette partie-là. Sur la deuxième petite vignette, on a 37% des collaborateurs qui sentent que leurs relations sociales se sont détériorées. Là encore, ça nécessite certainement la mise en place d'équipements pour qu'ils se sentent mieux pris en compte. Voilà. Et la dernière chose, c'est 96% des gens souhaitent poursuivre le télétravail. Malgré des difficultés qui sont d'adaptation aux nouvelles situations, il y a quand même une réelle volonté de s'inscrire dans la durée pour la partie télétravail. Voilà pour cette présentation, je dirais, du contexte en matière de télétravail. On va plutôt maintenant passer dans le vif du sujet, c'est-à-dire quels ont été l'impact du télétravail dans les télécoms et comment les salariés ont pu continuer à accéder à leurs données. Alors, on a deux choses. On a le côté opérateur, télécom, et on a le côté entreprise. Côté opérateur, on peut dire avec le recul que véritablement, ils ont su faire face à des pics en fait, de consommation qui étaient attendus, mais véritablement qui ont été au rendez-vous parce qu'on s'est aperçu qu'il y a eu un maintien quand même dans pas mal d'entreprises de l'activité et les gens qui étaient en télétravail ou les enfants qui étaient à la maison ont continué, je dirais, à consommer de la bande passante et les réseaux ont tenu bon.
Ça, c'est véritablement quelque chose à noter. Concernant les entreprises, il a fallu s'adapter très rapidement. Donc, il a fallu souvent adapter les solutions existantes, et notamment pour l'ensemble des gens qui étaient en télétravail. Il a fallu contacter les opérateurs de façon urgente pour permettre à tous les gens qui étaient en nomade de pouvoir passer par ce qu'on appelle les accès nomades dans le VPN, dans les réseaux informatiques des entreprises, qui souvent ont été limités à X% des salariés qui étaient en télétravail. Ce X% est devenu beaucoup plus important. Il a fallu adopter de la même façon de nouvelles solutions de collaboration. Donc, vous avez tous en tête, je dirais, l'explosion d'outils, entre guillemets, grand public avant, comme la visioconférence Zoom. Il y a une adaptation beaucoup plus rapide de la part de Microsoft Teams. Et ensuite, on a des outils plutôt de collaboration, de messagerie instantanée, comme Slack, qui ont été adoptés de façon très, très rapide. Donc, pour eux, côté opérateur, éditeur de solutions, ça a également été un boom en fait en matière d'utilisation. L'entreprise, par contre, a dû former de façon accélérée l'ensemble des collaborateurs à distance, qui se sont le plus souvent d'ailleurs auto-formés par le biais d'utilisation de ces nouveaux outils qui n'étaient pas répandus dans l'ensemble des entreprises. Alors, ça a permis quand même de révéler, de remettre, je dirais, à leur juste place les télécommunications au cœur de l'entreprise, et notamment les télécoms sont aujourd'hui bien entendu partie prenante des plans de continuité d'activité, mais aussi de tous les plans de transformation digitale des entreprises. Donc voilà un petit point de fait sur télétravail et télécom, et notamment l'accès aux données. Ce que l'on va voir derrière, c'est juste une petite slide, c'est un retour d'expérience. On s'aperçoit en fait que les solutions collaboratives, dont la croissance a été extrêmement rapide, ont très très bien été adoptées dans les entreprises qui avaient déjà pris un peu d'avance dans la digitalisation. Voilà, les entreprises qui avaient l'habitude déjà d'utiliser pour tout ou partie ce type d'outils, notamment la visioconférence, se sont très bien adaptées aux contraintes de la crise sanitaire et ont continué à fonctionner de façon beaucoup plus rapide. Voilà, donc c'est peut-être une évidence pour vous, mais c'est vrai qu'on a vu ce point-là, ce retour d'expérience de façon très importante. On est toujours, alors on va passer à la prochaine slide, on est toujours effectivement sur la problématique d'accès aux données, et là je dirais qu'on a trois impératifs quand on utilise des solutions de collaboration pour accéder aux données. Un, il faut pouvoir se connecter aux applications qui sont utilisées par l'entreprise bien entendu. Ensuite, une fois qu'on est dans l'application, il faut, quand on est à distance, qu'on puisse accéder aux données qui sont sur des serveurs, ou alors qu'ils soient dans un data center ou directement hébergés dans l'entreprise. Et la troisième chose, c'est que le collaborateur doit pouvoir continuer à communiquer avec l'interne, mais avec l'externe, ses fournisseurs et ses clients. Et là, on a trois objectifs. Il faut bien entendu, on en a parlé, adopter des solutions techniques et flexibles si elles n'étaient pas en place déjà avant cette période de télétravail. Le deuxième objectif, c'est bien entendu de sécuriser les informations rendues plus exposées par le biais du télétravail, parce qu'on va se connecter depuis des smartphones, depuis des PC, souvent des PC qui n'appartiennent pas à l'entreprise et qui ne sont pas sécurisés par des logiciels, des firewalls ou des logiciels VPN. Et la troisième chose, bien entendu, c'est qu'il nous faut contrôler les coûts associés à ces nouvelles contraintes, puisqu'on va utiliser de nouveaux outils qui sont relativement récents, donc comment les acheter, comment les trouver, comment les sourcer et comment les financer, bien entendu. Donc ça, c'était le point sur l'accès aux données et leur sécurisation. Sur la prochaine slide, on va faire un petit point également sur les solutions différenciées entre ce que l'on appelle on-premise et cloud. Vous avez effectivement je dirais l'émergence, l'explosion de l'externalisation de l'ensemble des outils informatiques. Et on s'est aperçu là aussi par retour d'expérience que l'ensemble des sociétés qui avaient encore leurs serveurs et leurs applications hébergées dans l'entreprise, donc sur des serveurs physiques et maintenus par elles, ont eu beaucoup plus de mal à s'adapter aux nouvelles conditions que les entreprises qui avaient déjà, je dirais, réalisé le passage à l'externalisation, que ce soit dans le cloud public ou dans des data centers dans lesquels elles venaient héberger en fait leurs solutions. Donc c'est vrai qu'avec les solutions de type cloud qui ont véritablement tendance à prendre aujourd'hui le devant, on va pouvoir maintenir, je dirais, l'accès des collaborateurs
à leurs applications. Les communications à destination des salariés vont les suivre directement grâce à leur smartphone et leurs ordinateurs. Et les outils collaboratifs, en fait, vont permettre de continuer à échanger avec les équipes, avec des choses que vous utilisez certainement tous, hein, le mail, le chat, l'audio et bien entendu la visioconférence telle qu'on l'utilise ce matin. Voilà. Donc là, on s'est encore aperçu que le on-premise a tendance à disparaître au profit de l'externalisation dans le cloud de l'ensemble des applications et des serveurs des différentes organisations. Alors, ce que l'on a effectivement regardé, il y a 3 types de risques aujourd'hui en matière d'accès aux données. Le premier risque, je dirais, c'est un risque lié à l'exploitation. Si le salarié n'arrive pas à accéder à ces ressources dont il a besoin pour travailler, c'est un véritable risque pour l'entreprise. Le deuxième, c'est même s'il arrive à accéder, on peut contaminer éventuellement le système de l'entreprise par le biais d'une faille de sécurité. Et on l'a vu tout à l'heure, les failles de sécurité par le biais du travail sont complètement multipliées parce qu'on va travailler depuis des outils différents et des endroits différents qui ne sont pas forcément sécurisés. Et la dernière chose, c'est la fuite ou la perte de données. Voilà, là encore, on a des risques très très forts et qui seront croissants dans les années à venir certainement sur l'ensemble de ces enjeux de sécurité des données pour l'entreprise. Alors, on a listé ici un certain nombre de points à respecter. Alors, c'est plus des bonnes pratiques à vous proposer, mais certainement que vous en connaissez toute partie en tous les cas, ces bonnes pratiques. La première chose, bien entendu, c'est sensibiliser les collaborateurs. Il faut absolument revenir vers eux pour leur proposer je dirais, ces bonnes pratiques. Il faut dissocier les messageries personnelles et professionnelles. Alors, à ce sujet, on s'aperçoit, il y a des tests, mais certainement qu'il y aura des opérateurs qui en parleront juste après moi. Il y a des tests qui sont faits encore où on envoie je dirais des mails contenant des virus. Alors, ce sont des tests, bien entendu, il n'y a pas véritablement les virus dans les pièces jointes. Et on s'aperçoit que, quelles que soient les organisations, on a encore 20, 25, 30% des collaborateurs des différentes organisations qui continuent à ouvrir ces mails et qui possiblement vont contaminer les entreprises. Donc véritablement, il y a des messages à faire passer encore. Bien entendu, ça c'est une bonne pratique. Il faut authentifier absolument les accès à distance par le biais d'identifiants et de mots de passe. Dissocier et protéger les appareils. Ça a été un vrai problème sur les premiers mois en fait de mise en place du télétravail suite à la crise que nous avons connue l'année dernière. Les gens à domicile télétravaillaient depuis leur propre PC. Et là, effectivement, ils n'étaient pas sécurisés et on donnait accès aux données de l'entreprise avec des PC qui, effectivement, n'avaient pas été faits pour cette utilisation. Donc, ce qu'on vous conseille, c'est bien entendu fournir à chaque collaborateur un PC, un portable qui va être complètement dissocié de son utilisation grand public. Il nous faut bien entendu, on en a parlé tout à l'heure, sécuriser l'accès aux données. Et là, on peut le faire par le biais d'un logiciel VPN, même si vous avez passé déjà, je dirais, le cap de l'externalisation vers le cloud, il y a des mécanismes qui sont beaucoup plus simples que des logiciels VPN. La dernière chose, puisqu'on va utiliser des PC et des smartphones qui vont sortir du cadre de l'entreprise, on va utiliser des logiciels dits MDM, Mobile Device Management, où on va pouvoir tout simplement restreindre l'utilisation de certaines applications. On va pouvoir, si jamais ils sont volés, les bloquer à distance. Et si on ne les retrouve pas, on va pouvoir complètement effacer l'ensemble des données du PC ou du smartphone et sécuriser ainsi les données de l'entreprise par lesquelles on peut y accéder. Donc voilà pour cette partie sécurisation des données. Quels sont les équipements et comment les rendre durables? Alors là, effectivement, on a tout d'abord un mode de financement qui aujourd'hui est en train de s'imposer, c'est le mode OPEX. Dans l'ensemble des solutions de collaboration qu'on est à même de mettre en place, on a plus aujourd'hui un phénomène de licence par utilisateur et par mois qu'un phénomène d'investissement avec la maintenance associée. Donc effectivement, c'est beaucoup plus lisible pour vous en matière de gestion puisqu'on arrive assez facilement à déterminer un coût, je dirais, de fourniture du service télécom à un seul collaborateur et ça vous permet d'avoir des indicateurs de pilotage. Il faut miser, là aussi on en parlait dans les slides précédents, sur des technologies complètement managées. Vous n'avez plus de maintenance à faire directement de l'ensemble de ces serveurs qui étaient auparavant chez vous.
Et bien entendu, on va encourager l'ensemble des démarches RSE. Les meilleures économies sont avant tout les dépenses que l'on ne fait pas. Alors, de façon assez naturelle, effectivement, le télétravail met en place les conditions pour limiter les déplacements et on va plutôt utiliser des solutions d'audio et de visioconférence. La deuxième chose, c'est qu'on peut étudier l'acquisition de matériel reconditionné. Et on a de plus en plus d'organisations, d'entreprises clientes qui équipent leur flotte de smartphones, mais des fois des milliers de smartphones uniquement reconditionnés. Et le phénomène est en train de s'étendre sur les PC. On suit souvent les démarches grand public où le reconditionné dans le grand public a été adopté. Il commence à arriver en entreprise et également sur les PC, pas uniquement que les smartphones. Et il y a une chose qui encourage le RSE, c'est qu'avec les différentes technologies et les différentes solutions, on est amené à réduire le nombre de matériel. Avant, on avait un téléphone fixe, on avait un PC, on avait un smartphone, on avait éventuellement un DECT. Maintenant, on a tendance à rationaliser le nombre de matériel et donc on fait des économies à la fois, je dirais, d'énergie et d'investissement sur l'ensemble de ces matériels. Donc voilà pour l'angle équipement durable. Je finirai par deux cas pratiques. On a voulu illustrer de façon complètement opérationnelle, je dirais, le passage d'une solution à l'autre, dû par l'émergence du télétravail. Alors, on a un premier cas qui est une entreprise cliente qui a 3000 collaborateurs. La moitié des collaborateurs, globalement, sont en France, sur 18 sites, et il y a une trentaine de sites à l'international. Vous avez l'existant à gauche et à droite, effectivement, ce qui a été réalisé. Donc, l'existant, la société avait des installations téléphoniques qu'on appelle IPv6 sur l'ensemble de ces sites, donc absolument rien d'externalisé. L'ensemble des collaborateurs qui étaient mobiles sur site, donc qui avaient besoin de se déplacer entre les bureaux et les entrepôts, étaient équipés de ce qu'on appelle des téléphones DECT. Ce sont des téléphones sans fil qui sont raccordés à des bornes physiquement, directement dans l'entreprise. L'ensemble des collaborateurs, pour beaucoup en tous les cas qui n'étaient pas nomades, avaient des PC fixes. On avait une flotte de smartphones relativement limitée qui équipait que les gens qui étaient amenés à partir à l'extérieur. Et on avait des serveurs d'application qui, globalement, étaient sur le siège de l'entreprise qui avait reconstitué un petit data center interne. Donc l'évolution, suite au Covid, nous ont demandé de réfléchir à comment on pouvait réorganiser les choses. Donc, on est passé en téléphonie full Teams. Bon, je dirais que le Teams, c'est pas forcément à retenir parce qu'il y a énormément de solutions différentes aujourd'hui pour répondre à ces besoins. On a supprimé la majorité des postes fixes de l'entreprise et la téléphonie a basculé sur ce qu'on appelle le softphonie. Donc, chacun téléphone directement depuis un petit soft qui est sur le PC avec un casque. On a supprimé tous les anciens postes DECT sans fil, on les a remplacés par des smartphones. Alors, des smartphones qui sont durcis, donc qui ont des coques, mais il y a des gammes qui sont complètement adaptées à ce genre de situation et qui sont tous connectés en Wi-Fi parce que l'entreprise avait fait le choix pour effectivement cette partie-là, pour ces PC, mais aussi pour d'autres applications, d'avoir un Wi-Fi qui passait partout. Donc, il n'y a pas de carte SIM dans ces smartphones. Ce sont des téléphones qui font partie de l'installation téléphonique, mais sans avoir de carte SIM. Et la dernière chose, c'est on a externalisé l'ensemble des ressources serveurs dans 2 data centers qui sont redondés. Donc, aujourd'hui, on a vraiment, si on a besoin de télétravail, le collaborateur part chez lui avec son smartphone, avec son PC portable et peut travailler comme à la maison. Et on a complètement réduit le nombre de matériel et réduit énormément le risque en fait de perte des données pour l'entreprise et surtout augmenter la disponibilité de l'ensemble des informations. Alors ça, c'était le premier cas pratique. Le deuxième, c'est une entreprise en fait du secteur du logement social, 150 collaborateurs, qui a eu une autre vision des choses. Alors même si l'équipement, l'existant ressemble un petit peu à ce qu'on a vu tout à l'heure, donc des installations téléphoniques sur chacun des sites, des PC fixes également pour la majorité des collaborateurs, une flotte de smartphones, un accès Internet centralisé, des serveurs d'application globalement sur le siège. Donc là, de la même façon, il y a un projet d'externalisation des ressources serveurs dans un data center. On a mis également en place une solution de téléphonie centrex, donc fini les installations sur site et là maintenant, c'est les risques liés à la présence de matériel de serveurs sur un site, éventuellement. On a supprimé tous les postes fixes de l'entreprise et au lieu, je dirais, de les remplacer, la société a fait le choix de communiquer
au lieu de communiquer d'anciens numéros fixes, de communiquer uniquement les numéros de portable en fait, de ces salariés qui sont équipés tous d'un smartphone et d'un PC portable. Donc là, le choix a été fait quasiment de faire disparaître, à part les fonctions d'accueil, l'installation téléphonique du site au profit d'une participation des smartphones des collaborateurs de l'entreprise. Voilà, donc c'est deux visions légèrement différentes, mais qui ont comme, je dirais, point commun de rationaliser le nombre d'équipements par collaborateur et d'essayer d'externaliser au maximum l'ensemble des solutions qui, avant ceci, étaient plutôt localisées dans l'entreprise. Voilà pour ma part. Merci beaucoup de votre attention. N'hésitez pas à poser des questions par chat. On y répondra, je crois, à la fin. Exactement. Merci beaucoup, Christophe. On va passer maintenant à une phase plus ergonomique, puisque c'est Rémi Salzar de la LSMT qui va nous présenter maintenant comment améliorer les conditions de télétravail des salariés donc chez eux par l'ergonomie. C'est ça. Rémi, je vous passe Bonjour à la main. tous. Oui, alors du coup, je vais activer mon écran. C'est bon, du coup, vous voyez l'image? Oui, vous pouvez mettre en... Ouais, c'est bon. Voilà, En c'est plein bon. écran, comme ça, c'est bon? Impeccable, ouais. Super, merci. Bonjour à tous. Donc, je vais commencer par me présenter. Donc, Rémi Salzar, je suis ergonome pour la LSMT, donc l'Association Lorraine de santé en milieu de travail. Donc, pour vous faire une rapide présentation de notre service, donc on est une association à but non lucratif de droit privé qui a été créée en 1946 et on est environ 150 collaborateurs répartis sur 6 centres médicaux. Donc en Meurthe-et-Moselle, on intervient uniquement pour les entreprises de Meurthe-et-Moselle, c'est-à-dire qu'on suit 12 000 entreprises pour 130 000 salariés. Donc, la mission principale de notre service de santé au travail, c'est de prévenir, d'éviter tous les problèmes de santé des travailleurs qui pourraient être générés par leur travail. Et pour mener à bien cette mission, donc on a des équipes pluridisciplinaires qui sont réparties dans les centres. Donc, ces équipes pluridisciplinaires, elles sont constituées de médecins du travail, d'infirmiers, d'ASST, donc c'est le nouveau nom pour désigner les secrétaires médicales. Et pour aider donc ces trois métiers dans leur mission, on a donc des IPRP, des intervenants en prévention des risques professionnels. Donc en fait, c'est des intervenants qui sont spécialisés sur des risques spécifiques, comme on a 2 psychologues du travail qui sont spécialisés donc sur les risques psychosociaux, une épidémiologiste spécialisée plutôt dans les enquêtes sur l'état de santé des salariés qui peuvent être menées dans les entreprises. On a 2 ingénieurs chimistes toxicologues spécialisés sur le risque chimique pour les salariés qui sont exposés à des produits chimiques cancérogènes, par exemple. On est 4 ergonomes dans l'équipe. Donc nous, on intervient plutôt par rapport à la prévention du risque TMS, des troubles musculo-squelettiques, et également dans le maintien dans l'emploi pour maintenir à leur poste de travail les salariés qui auraient des problèmes de santé ou des handicaps. Et on a également une ingénieure HSE et une dizaine de techniciens HSE spécialisés dans du conseil sur le document unique, la réalisation de la fiche d'entreprise et des études de poste également, diagnostic sécurité. Voilà, on fait également de la métrologie, des mesures de bruit, d'éclairage, de vibration dans les entreprises pour estimer les niveaux et voir s'il y a des risques ou pas pour la santé des salariés. Et si c'est le cas, proposer des actions de prévention pour maintenir donc les salariés en bonne santé à leur poste de travail. Voilà, donc l'une de nos missions, c'est d'intervenir également pour les postes sans travail sur écran et également pour les postes pour les salariés qui travaillent aussi en télétravail. On peut intervenir aussi au domicile des salariés pour leur donner des conseils et préconiser aussi du matériel s'il y a besoin. Voilà, donc en introduction, donc le travail sur écran, que ce soit en télétravail ou au bureau, peut générer peut générer différents problèmes de santé. Donc, le principal qu'on va retrouver, ça va être les TMS, les troubles musculo-squelettiques. Donc, les TMS, c'est le terme qui est utilisé pour désigner toutes les maladies qui touchent les nerfs, les tendons, les muscles et les articulations.
Les plus connus, ça va être les problèmes de lombalgie, les problèmes de canal carpien au niveau du poignet, la compression du nerf au niveau du poignet, ou alors la tendinite au niveau du coude. On peut retrouver également, lorsqu'on travaille devant un écran, des problèmes d'insuffisance veineuse. Donc, ça va être des sensations de jambes lourdes et douloureuses, l'apparition de varices, de crampes. Donc, ça, c'est lié principalement à la posture statique ou le fait d'avoir aussi les jambes pliées vers l'arrière toute la journée, ça coupe la circulation du sang et ça favorise l'apparition donc d'insuffisance veineuse. On peut retrouver aussi des problèmes de fatigue visuelle. Donc la fatigue visuelle, les symptômes, ça va se manifester par des maux de tête, des larmoiements, de la sécheresse oculaire, une vision floue, des yeux irrités ou des difficultés d'accommodation. Donc il faut savoir que la fatigue visuelle, elle est réversible au repos. Et il faut savoir également que le travail sur écran ne crée pas de dommages au niveau des yeux. Il va simplement révéler des anomalies que vous pourriez avoir au niveau des yeux un peu plus tôt. Par exemple, si vous avez des problèmes de myopie, ces problèmes-là, ils vont apparaître un tout petit peu plus tôt. Au lieu d'apparaître à 45 ans, ils vont apparaître à 35 ans, par exemple, si vous travaillez devant un écran. Et au dernier effet sur la santé du travail sur écran, le stress chronique. Voilà, donc ces problèmes de santé, ils peuvent être liés à plusieurs facteurs de risque. Principalement, donc les TMS, ils vont être liés à la répétition des gestes, la présence de contraintes posturales, le fait d'être dans une mauvaise posture toute la journée. Au bout d'un moment, ça peut générer des problèmes de TMS. La posture statique, le fait de rester dans la même position toute la journée, crée des douleurs également. Les problèmes de fatigue visuelle, bien souvent, ils sont dus à l'écran, la distance œil-écran qui n'est pas bonne, la hauteur de l'écran aussi qui n'est pas bonne, ou la présence de reflets au niveau de l'écran. Un écran qui est mal positionné peut générer des reflets et à long terme, plus ou moins long terme, faire apparaître de la fatigue visuelle. L'éclairage au poste de travail va jouer également. Un faible éclairage au poste ou un fort éclairage aussi inversement peut créer aussi de la fatigue visuelle, des éblouissements. La charge de travail, le fait de réaliser des tâches qui sont ininterrompues, de longues tâches sans faire de pause, ça peut créer aussi de la fatigue visuelle, le fait de jamais détacher le regard de l'écran. Ça peut être source de problèmes au niveau de la vue. Donc la charge de travail, on sera plutôt sur une problématique de stress, de gestion du stress. Et enfin, l'âge et le manque d'exercice, ça c'est des facteurs un peu plus individuels qui peuvent jouer notamment sur l'apparition des TMS. Voilà, donc quels sont les moyens de prévention à mettre en place pour éviter tous les problèmes de santé qu'on pourrait avoir quand on travaille devant un écran, que ce soit à son domicile ou au bureau. Alors j'aurais tendance à dire que quand on est en télétravail, souvent on est très très mal installé, on n'a pas les bons équipements, donc ces problèmes de santé-là, pour moi, se développeraient beaucoup plus rapidement qu'au bureau, où en règle générale, on a quand même des équipements à peu près adaptés. Donc au niveau de la réglementation, il faut savoir que l'employeur doit prendre les mesures de prévention concernant le travail sur écran des télétravailleurs. Alors c'est-à-dire qu'il doit fournir du matériel informatique qui est adapté, que ce soit au niveau des ordinateurs et des logiciels, il faut qu'il soit approprié. Et il doit être vigilant par rapport à l'aménagement ergonomique du poste, par rapport à l'espace de travail et par rapport au matériel qui doit respecter les recommandations. Donc, qu'on soit en télétravail ou au bureau, ce qu'on recommande en tant qu'ergonome, c'est d'appliquer les mêmes recommandations, d'avoir les mêmes équipements au travail et à son domicile. Voilà, parce que du coup, en télétravail, travailler sur une chaise de cuisine toute la journée, déjà en termes de confort, de hauteur, on ne peut pas régler la hauteur d'un siège de cuisine. Souvent, c'est une assise qui est relativement dure, inconfortable. Donc forcément, à la fin de la journée, on a mal partout. Voilà, donc quelques conseils par rapport à l'achat du matériel, ce qui est préconisé. Donc au niveau des bureaux, on recommandera toujours des bureaux de forme rectiligne, une simple table rectangulaire
pour travailler donc toujours sur une partie droite, ne jamais travailler dans des angles ou des arrondis, hein, parce que ça crée des contraintes posturales, notamment au niveau du dos. On a du mal à se positionner en face de l'écran avec ce type de bureau. Toujours privilégier des bureaux avec des revêtements mat et clairs, hein, pour éviter les reflets, les éblouissements. Et en termes de dimension, alors c'est sûr qu'en télétravail, ça dépendra de la place qu'on aura. Mais idéalement, ce qui est recommandé, c'est d'avoir une profondeur d'un plan de travail qui fasse 80 cm. Alors pourquoi cette profondeur-là? C'est pour pouvoir positionner l'écran à bonne distance. Après, la largeur recommandée d'un bureau, c'est 120 cm minimum. Et la hauteur, donc la hauteur standard de base pour un bureau, c'est 73 cm. Donc après, ça dépendra aussi du budget que vous aurez. Donc d'une manière standard, ça sera 73 cm. Après, en fonction de notre taille, hein, pour les grandes personnes ou les personnes de petite taille, ce qu'on recommande, c'est de mettre des bureaux qui se règlent en hauteur, soit leur mise en place avec ici des systèmes qui se dévissent pour ajuster la hauteur par rapport à sa taille. Ou alors, idéalement, ce qu'on recommande, c'est d'avoir un bureau qui se règle en hauteur électriquement. L'avantage de ce type de bureau-là, c'est qu'on peut alterner les postures, travailler à la fois en position debout et en position assise. Et le fait d'alterner ces positions-là, ça limite les effets sur la santé de la position statique. Hein, l'être humain n'est pas fait pour rester dans la même position toute la journée, même si vous adoptez la posture recommandée. Maintenant, quelques conseils par rapport au choix du siège. Donc, bien sûr, le siège, il doit être adapté à la morphologie de la personne. Il faut que son dossier soit réglable en hauteur et en inclinaison. Privilégier des dossiers mousse, éviter les dossiers filets qu'on voit de plus en plus, qui maintiennent quand même beaucoup moins bien le dos. Le soutien lombaire, il doit être intégré dans le dossier et il doit être réglable également. Et il faut être vigilant, donc il faut bien que le dossier arrive aussi au niveau des épaules pour maintenir l'ensemble de la colonne vertébrale. L'assise, elle doit être réglable en hauteur et en profondeur, avec une amplitude suffisante, puisque l'assise, elle doit arriver quasiment au niveau des creux des genoux ici. Privilégier donc des revêtements en tissu, hein, des revêtements en cuir qui sont plus transpirants. Si possible, installer des accoudoirs 4D qui se règlent dans les 4 dimensions de l'espace, c'est-à-dire réglables en hauteur, en profondeur, en inclinaison et latéralement. Donc, c'est bien d'avoir ces 4 réglages-là, puisque ça permet vraiment d'ajuster l'accoudoir dans le prolongement de l'avant-bras ici et de maintenir l'appui de l'avant-bras sur le plan de travail et sur l'accoudoir pour soulager les épaules. Hein, ça limite aussi l'apparition de problèmes, de douleurs au niveau des épaules et au niveau des coudes. Et bien sûr, il faut que les roulettes soient adaptées au type de sol et qu'elles soient entretenues régulièrement pour que le siège roule facilement sur le sol pour avancer ou reculer du poste de travail. Voilà, donc, quelle est la bonne position à adopter une fois que vous avez ce matériel? Donc, quand on s'installe devant un écran, on commencera toujours par régler la hauteur de l'assise. Donc, on réglera la hauteur de l'assise par rapport à la position des bras. Il faut que les avant-bras et les bras forment un angle de 90 degrés par rapport à la hauteur du plan de travail. Pour les personnes de petite, il peut arriver que les pieds ne touchent pas le sol. Et dans ce cas-là, on préconisera l'installation d'un repose-pied. Voilà, une fois que vous avez réglé la hauteur de l'assise, on va régler la profondeur de l'assise de telle façon à ce qu'elle arrive quasiment jusqu'au niveau des creux des genoux. On dit toujours qu'il faut laisser un espace de 2-3 cm entre le bord de l'assise et les genoux. Le dossier doit arriver à hauteur des épaules et il faut que la partie bombée du siège maintienne bien les lombaires. Et les accoudoirs, donc comme je le disais tout à l'heure, les accoudoirs sont à hauteur du plan de travail pour maintenir les avant-bras. Alors sur certains modèles de siège, vous avez aussi la fonction dynamique du dossier, c'est-à-dire c'est un dossier qui va bouger, qui va suivre le mouvement de votre dos tout au long de la journée. Et ça, c'est bien aussi d'activer cette option-là du siège, parce que ça permet aussi de varier les positions et de limiter la posture statique. Hein, parce que si vous adoptez cette position-là toute la journée, même si c'est la posture recommandée, au bout d'un moment, vous aurez quand même des douleurs puisque vous êtes en position statique. Hein, donc le fait de faire basculer légèrement le siège vers l'arrière et vers l'avant permet de bouger et de préserver du coup les effets néfastes d'une posture statique. Donc le repose-pied, c'est l'un des seuls équipements qu'on va retrouver dans le code du travail
Ce qui est dit dans le Code du travail, c'est qu'un repose-pied est mis à la disposition des travailleurs qui en font la demande. Donc, on ne peut pas vous le refuser si vous faites la demande à votre employeur. C'est inscrit dans le Code du travail. Donc, les caractéristiques recommandées d'un repose-pied, il faut qu'il soit réglable en hauteur, en inclinaison au niveau de la plateforme, antidérapant pour ne pas glisser sur le sol et avec une surface également antidérapante pour pouvoir poser les pieds. Ensuite, l'écran d'ordinateur, il doit être réglable en hauteur, orientable et inclinable, ou alors positionné donc soit sur un pied d'écran qui se règle directement en hauteur et en inclinaison, ou alors l'autre possibilité, c'est d'installer l'écran sur un bras articulé, notamment pour les salariés qui portent des verres progressifs, ça permet de positionner l'écran un tout petit peu plus bas. C'est ce que ne permet pas toujours un pied d'écran fixe. Et puis pour les postes de travail qui sont équipés de double écran, ça permet aussi de gagner de la place lorsque vous les installez sur un bras articulé. Et bien, il faut que la taille de l'écran soit également adaptée aux différentes tâches à réaliser. Si vous utilisez beaucoup de tableaux, c'est bien d'avoir des écrans un peu plus grands pour pouvoir les consulter plus facilement. Ce qui est important également, quand vous utilisez deux écrans, il faut être vigilant, il faut prendre deux écrans identiques, c'est-à-dire la même marque, le même modèle et la même taille d'écran. Pourquoi? Parce que ça permet de limiter la fatigue visuelle. Quand on a deux écrans différents, quand on n'aura pas la même luminosité, le même rendu au niveau de la qualité d'image, et du coup, quand l'œil passe d'un écran à un autre, il est obligé de se réadapter à chaque fois et il fatigue beaucoup plus vite. Voilà, donc d'où l'intérêt d'avoir deux écrans identiques. Alors, comment positionner son écran? Quels sont les bons réglages à avoir? Donc déjà, la hauteur de l'écran va se régler par rapport au regard. Il faut que le bord supérieur de l'écran arrive au niveau des yeux. Et la bonne distance entre vous et l'écran, c'est à peu près une distance de bras. Quand vous avez le dos au fond du dossier, quand vous tendez le bras, vous devez pouvoir toucher l'écran du bout des doigts. Voilà. Il y a une petite exception pour les porteurs de verres progressifs. On positionnera l'écran un tout petit peu plus bas, en général entre le nez et la bouche. Voilà, éviter les sources d'éblouissement et de reflets. Et si possible, positionner toujours son écran perpendiculaire à la fenêtre. Et utiliser des stores si besoin. Par rapport au réglage du double écran, si vous utilisez deux écrans, il y a deux réglages possibles. Si vous utilisez un écran plus qu'un autre, on positionnera l'écran qu'on utilise le plus en face de soi et l'écran secondaire qui est plus utilisé en consultation sur le côté en arc de cercle, à droite ou à gauche. Ça, c'est selon vos préférences. Par contre, si vous utilisez les deux écrans sur le même temps, sur un temps d'utilisation qui est équivalent, dans ce cas-là, on positionnera les écrans en arc de cercle et on se placera au milieu des deux écrans. Voilà, ça permet de limiter les mouvements de rotation de la tête. Et on réglera une luminosité qui est identique pour les deux écrans, pour limiter la fatigue visuelle. Le PC portable, ce qu'on va retrouver quand même assez souvent en télétravail. Donc, il faut éviter de l'utiliser en poste fixe, puisque l'inconvénient d'un PC portable, c'est que l'écran est trop bas et votre clavier, souvent, il est trop loin. Donc, du coup, le fait de travailler longtemps sur un PC portable peut générer des douleurs. Donc, on recommandera deux types d'installation. Donc, le premier cas, c'est vous branchez votre PC portable à un écran fixe et vous utilisez un clavier et une souris annexe pour appliquer les bons réglages que je vous ai expliqués précédemment. La deuxième possibilité, si vous vous déplacez beaucoup, c'est d'utiliser un réhausseur pour PC portable. C'est le petit support métallique que vous avez ici. Il se replie, c'est très fin, ça fait la taille d'un cahier quand il est replié, donc vous pouvez le mettre facilement dans votre sac. Et dans ce cas-là, donc l'inconvénient, l'avantage de ce support, c'est qu'on peut régler la hauteur de l'écran selon les recommandations. Et pour compléter, donc avoir une bonne position, on complétera l'utilisation du réhausseur du support de PC portable avec un clavier et une souris annexe. Voilà, il existe également des petits claviers compacts, très légers, qu'on peut mettre facilement aussi dans un sac et déplacer facilement.
Voilà, quelques recommandations par rapport au clavier. Toujours prendre un clavier le plus mince possible avec une épaisseur qui est inférieure à 3 cm. Il existe aussi des claviers compacts. Donc ça, c'est bien aussi d'en avoir parce que ça permet de rapprocher la souris au plus près du clavier et ça évite les mouvements du bras écarté sur le côté quand on utilise la souris. Hein, ça permet de rapprocher le bras au plus près du corps et de reposer donc son épaule et son coude quand on utilise la souris. Donc il faut savoir un clavier compact, hein, vous avez l'exemple. Un clavier standard en longueur va mesurer 45 cm et si on prend un clavier compact raccourci, il va faire que 29 cm. Et on peut également, si vous faites beaucoup de saisie numérique, on peut ajouter un pavé numérique. Et quand on fait la somme de la longueur de ces deux équipements, on arrive à 37 cm. Donc on gagne quand même 8 cm et ça permet de rapprocher la souris au plus près. Privilégier des équipements sans fil. Voilà. Et par rapport à la souris, donc il faut bien sûr qu'elle soit adaptée à la taille de la main, adaptée à la latéralité et qu'elle soit sans fil de préférence. Comment positionner son clavier et sa souris? Donc on positionnera le clavier en fait dans le prolongement de l'appui des avant-bras sur le plan de travail. Donc en général, c'est entre 15 cm à 15-20 cm du bord du plan de travail. Et la souris donc viendra au plus près du clavier. Pareil, de telle manière à avoir un appui de l'avant-bras sur le plan de travail. Quelques conseils autres qu'on peut appliquer pour le télétravail. Donc, par rapport à l'organisation du rythme de travail, bien définir ses horaires de travail et ses temps de pause. Conserver également ses habitudes, hein, faire comme si on allait travailler, hein, se lever, s'habiller, se préparer à aller au travail et établir également des règles de vie avec toute la famille pour travailler dans le calme et ne pas être dérangé toutes les 5 minutes. Par rapport à la déconnexion, appliquer également le droit à la déconnexion hein, pour éviter une surcharge de travail hein, en désactivant les alertes mail et SMS lorsque vous avez fini votre journée de travail. Et éviter de se connecter en soirée. Dédier également, si possible, une pièce ou une zone séparée qui est réservée à l'activité de travail et essayer d'aménager un espace propice au travail qui soit au calme et correctement tempéré. Donc, on en a parlé au cours de la présentation. Il n'existe pas de posture idéale, donc essayer de varier les positions, de se lever aussi régulièrement. On recommande de faire une pause, de se lever à peu près 5 minutes toutes les heures, ou si c'est pas possible, de faire une pause de 10 à 15 minutes toutes les 2 heures. Essayer de faire des pauses actives, hein, ça peut être, on peut travailler sans forcément être devant son écran. Hein, si vous avez des appels téléphoniques à faire, ça peut être l'occasion de marcher un petit peu tout en passant son appel. Essayer d'alterner donc les tâches avec et sans écran dans la mesure du possible. Effectuer régulièrement quelques pas et regarder également au loin pour limiter la fatigue visuelle. Donc en conclusion, à mon avis, le matériel qui était recommandé pour travailler devant un écran, que ce soit en télétravail ou au bureau. Donc après, ce que je vous inciterai à faire si vous n'avez pas ces équipements-là, c'est de se rapprocher des différents fournisseurs pour l'achat de ce type de matériel, être vigilant aussi que ce soit bien adapté à la morphologie de chacun. Donc maintenant, il y a quand même beaucoup de fournisseurs aussi qui prêtent le matériel avant achat. Hein, c'est bien de tester le matériel pendant une semaine, 10 jours avant de l'acheter pour être sûr qu'il soit bien adapté à votre morphologie. Et également, donc pour les employeurs, donc sensibiliser aussi les salariés aux risques liés au travail sur écran, hein, aux différents risques sur la santé du travail sur écran, et aussi au bon réglage et au bon positionnement des équipements et aux autres actions de prévention pour limiter les effets sur la santé. On arrive encore trop souvent dans les entreprises où les salariés nous disent qu'ils connaissent pas les réglages de leur siège de travail. Hein. Souvent, ils règlent uniquement la hauteur de l'assise et après le reste, ils regardent pas forcément. Donc, par rapport à ça, il y a une action aussi à faire hein, par rapport à la communication, la sensibilisation des salariés. Voilà, donc nos prestations en tant que service de santé au travail concernant le travail sur écran, on peut réaliser donc des études de poste soit en prévention pour éviter que les salariés aient des problèmes de santé devant leur écran, ou alors en correctif, hein, quand il y a des problèmes, quand il y a déjà des problèmes de santé ou un handicap au poste de travail, on va faire une étude ergonomique
et proposer des solutions techniques notamment pour que le salarié travaille sans douleur et arrive à travailler dans de bonnes conditions. On peut faire également du conseil lorsque les entreprises réaménagent leur espace de travail ou conçoivent de futurs locaux. On peut vous aider aussi à choisir le bon matériel et à trouver la bonne implantation aussi des postes de travail. Et puis, vous conseillez également lors du renouvellement du matériel, vous conseillez sur des équipements qui répondraient aux recommandations. On fait également des sensibilisations des salariés aux risques liés au travail sur écran. Donc, ces sensibilisations, elles durent à peu près 45 minutes à 1 heure en salle, où on explique un peu la théorie et on montre le bon réglage des équipements. Et après, on fait le tour des postes de travail pour conseiller aussi les salariés à leur poste et être sûr qu'ils aient bien compris la démarche et les conseils. Et on a également quelques brochures si vous voulez aller plus loin sur le sujet qui sont bientôt disponibles sur notre site internet. Donc, ces brochures, il y en a 3. Donc, il y a une première brochure qui explique notre démarche de sensibilisation dans les entreprises, pourquoi et comment sensibiliser les salariés. Il y a une deuxième brochure qui résume la bonne position, les bons réglages à effectuer lorsque l'on travaille devant un écran. Cette brochure-là, c'est êtes-vous sûr d'être bien installé. Et pour vous aider les employeurs aussi à acheter le bon matériel, il y aura donc une troisième brochure qui va être diffusée donc pour aider les employeurs à choisir leurs équipements et aménager leur poste de travail de façon ergonomique entre guillemets. Voilà, on arrive à la fin de la présentation. Je vous remercie pour votre attention. Merci Rémi. Alors je sais pas pour les participants, mais moi je pense que j'ai encore quelques réglages à faire même au bureau. C'est hyper intéressant. Donc maintenant on va passer aux offreurs de solutions. Je vais passer la parole à Salem, donc qui travaille chez All-in et qui va évoquer avec nous un sujet qui du coup a déjà un petit peu été évoqué par Christophe, notamment à travers le reconditionné, mais bon, je lui laisse la parole. Salem, c'est à vous. Oui, j'ai activé mon micro. Vous devez mieux m'entendre maintenant, peut-être. Ah oui, on n'entendait pas Ok. avant. Ok. Et on voit bien l'écran. Ok, parfait. Ok, super. Eh bien, bonjour à tous. Merci pour ces 2 premières interventions qui étaient extrêmement intéressantes et je vais dire très, très en phase avec ce que je vais vous présenter maintenant. Très rapidement, donc moi je suis Salem Tiran, je travaille pour l'entreprise All-in IT qui appartient au groupe All-in. Et sur la région Grand Est, donc on est accompagné localement par Anne-Laure Jandel sur Nancy, Anne-Charlène Drouin sur Reims et Martine Mouk sur Strasbourg. Voilà, donc on a et puis historiquement, All-in est une société qui a été créée à Nancy. Voilà, il y a plus de 25 ans. Voilà. Voilà. Plus précisément, donc le groupe All-in, c'est une voilà, je vais faire une présentation rapide de qui est ce groupe. Voilà, on accompagne les entreprises dans la gestion de leurs équipements. Notre objectif, c'est de les accompagner sur l'ensemble du cycle de vie et d'usage du matériel et dans une approche responsable. On travaille principalement et le cœur de notre activité, elle est sur l'informatique de manière assez large, étendue aujourd'hui aux mobiles et tablettes, mais on travaille aussi sur les équipements médicaux, la LLD auto, l'industrie et le TP. Voilà, c'est pas le sujet du jour, mais c'est juste pour vous indiquer, voilà, notre domaine d'expertise voilà, n'est pas que l'informatique, mais également tous ces métiers. On réalise à peu près 175 millions de chiffres d'affaires, on a 8000 clients, et aujourd'hui, on est 200, voire un petit peu plus de 200 personnes, dont 70 personnes en situation de handicap, qui sont majoritairement dans l'entreprise que je représente aujourd'hui, qui est All-in IT. On a une dimension européenne, mais ce qui est important, et j'allais dire c'est un bon exemple aujourd'hui, c'est qu'on a une présence de proximité, un accompagnement de proximité chez nos clients. Voilà, donc encore une fois, sur le Grand Est, vous aurez des interlocuteurs dédiés et de proximité, voilà, pour vous parler de l'ensemble de nos services et également de vous accompagner pour
l'implémentation de nos solutions, que ce soit sur les aspects financiers ou sur l'équipement en matériel reconditionné. Voilà, donc pour donner un peu plus de détails sur All in IT qui fournit aujourd'hui le matériel reconditionné, donc on est une entreprise adaptée. Voilà, donc une entreprise qui est basée à Lunel près de Montpellier, et une entreprise adaptée, c'est une entreprise qui emploie du personnel en situation de handicap. Donc on a aujourd'hui, comme je le disais juste avant, à peu près 70 personnes dans nos ateliers, nos centres de reconditionnement, voilà, qui sont en situation de handicap et qui travaillent aujourd'hui à apporter un aspect durable à tous ces équipements et accompagner les entreprises voilà, pour passer sur ce type de matériel. On est une entreprise qui a presque 20 ans aujourd'hui. En termes de volumétrie, c'est à peu près 1 million de matériel sur les 4 dernières années. Et c'est plus de 6000 mètres carrés d'espace de reconditionnement, espace de stockage. Ça vous permet de vous donner une idée de la dimension de notre entreprise, et que le marché du reconditionné, ce n'est pas que le PC d'occasion dans la boutique de quartier, c'est maintenant voilà, une véritable industrie avec une filière qui s'est structurée et des acteurs qui sont en capacité de répondre à vos besoins tant en quantité qu'en service informatique. Quelques chiffres qui sont importants à avoir en tête quand on parle d'informatique, et là plus précisément de télétravail et de PC portable, dont voilà, la grande majorité des collaborateurs ont été équipés pendant le confinement. On n'en a pas conscience, mais un PC portable de 2 kilos, c'est l'extraction de près de 800 kilos de matière, voilà, des matières qui vont permettre de créer des composants électroniques le plus souvent. Derrière, il faut nettoyer ces terres pour en dégager les minerais rares, et c'est 1,5 tonnes d'eau qui est nécessaire à tout ça. Le traitement de ces minerais, c'est souvent au travers de produits chimiques, près de 22 kilos. Et bien sûr, pour faire fonctionner toutes ces usines, si on rapporte ça à l'échelle d'un PC portable, c'est près de 240 kilos de combustible. Voilà, donc c'est quand même quelque chose d'assez énorme quand on voit la taille et le poids d'un PC portable, l'impact sur la planète qui est considérable. Un autre point important, c'est finalement l'impact CO2, à quel moment, j'allais dire, il a lieu principalement pendant sa phase de fabrication. Donc c'est près de 80% pendant sa phase de fabrication. Et notre idée, c'est depuis l'origine de la création, c'est d'éviter de fabriquer un PC pour éviter cet impact environnemental, et donc de pousser les entreprises et les particuliers à avoir recours à un matériel qui existe déjà, donc un matériel qu'on aura reconditionné, qu'on aura remis sur le marché. De manière très basique, c'est d'arrêter et de considérer que l'économie linéaire qui était de fabriquer un matériel, de l'utiliser, et puis de se dire, voilà, on a fini d'utiliser, on le détruit. C'est de passer à l'économie circulaire. On le voit aujourd'hui dans l'industrie du textile, dans l'ameublement. Voilà, c'est une pratique qui est indispensable et qui est maintenant mise en œuvre par les distributeurs, par les fabricants, de pousser le consommateur en lui fournissant évidemment des solutions, de passer à l'économie circulaire, donc donner plusieurs vies à ces matériels. Et donc on a la charge aujourd'hui, en tant que spécialiste du reconditionnement, de transformer ces produits qui ont été utilisés une première fois pour une première vie en un produit, on peut pas dire remis à neuf, mais reconditionné pour être réutilisé suivant l'usage qu'on souhaite en faire, 2-3 ans, et encore une fois allonger la durée de vie. Notre volonté, c'est d'éviter le recyclage, éviter de détruire ces équipements qui peuvent avoir une deuxième vie. Donc encore une fois, notre volonté, c'est soit de récupérer les matériels pour leur donner une deuxième vie chez un nouveau client, ou vous accompagner en récupérant vos matériels, en mettant à jour un certain nombre de composants, en testant ces équipements et les réintroduire dans votre entreprise pour allonger leur durée de vie. Voilà, et on le sait tous, on l'a vu juste avant, voilà, les gains environnementaux, évidemment sociétaux aussi, voilà, dans certaines régions où ces minerais ces terres rares sont extraites, voilà, des impacts sociétaux et sociaux qui sont considérables.
Juste à titre d'exemple, une société avec laquelle on travaille depuis maintenant 3 ans, qui a fait le pas d'un modèle linéaire vers un modèle circulaire, donc la SNCF, chez qui on a repris, voilà, qui nous a confié 60 000 PC et smartphones, et ça continue sur les 3 prochaines années. Voilà, et c'est des matériels que nous reconditionnons et que nous remettons sur le marché. Et cette initiative, voilà, qui a été un franc succès chez SNCF, s'est transformée en une plateforme. La SNCF s'est rendu compte que voilà, tout ce travail avait un impact majeur. Donc, ils souhaitaient en faire bénéficier toutes les entreprises et toutes les associations, toutes les organisations, pardon, et donc a mis en place une plateforme avec All in IT, une plateforme qui s'appelle Numérique Engagé. Voilà, je vous incite à la visiter et potentiellement voilà, proposer vos matériels sur cette plateforme. L'idée de cette plateforme, c'est aussi de transformer l'ensemble des matériels que vous mettrez à disposition en dons pour des associations. Voilà. Donc c'est la démarche qui a été mise en œuvre par la SNCF et All in. C'était pour j'allais dire illustrer toute cette première phase qui est la phase de collecte et de reprise de matériel dans les entreprises. Ensuite, qu'est-ce qu'il se passe dans nos ateliers? Eh ben, c'est un reconditionnement industrialisé avec un niveau de traçabilité très élevé. L'objectif, c'est qu'on puisse savoir à chacune des étapes ce qui a été fait sur le matériel, à la fois pour le client qui achètera ce matériel, mais également, et c'est le plus important aujourd'hui, pour l'entreprise qui nous confie ces matériels. Voilà, ces matériels sont testés, réparés, remis en état. Un point important, on parlait de la sécurité en amont. Voilà, quand une entreprise nous remet les matériels, elle veut s'assurer que si ce matériel va être remis à un nouveau client, c'est que l'ensemble des données soient effacées. Donc, on fait un effacement au travers d'un logiciel qui a logiciel de référence aujourd'hui sur le marché, qui s'appelle Blanco, et qui permet à ces entreprises aussi de se conformer à la RGPD dont on a tous fait face, auquel on a tous fait face sur ces 2 dernières années. L'autre point, c'est l'anonymisation. Donc, de la même façon, le fournisseur, donc l'entreprise qui nous confie les matériels et celui qui va acheter le matériel, il veut s'assurer que le matériel soit propre et qu'il n'y ait aucune trace et le moins de traces d'usure aussi du précédent propriétaire. On prépare ces matériels et l'exemple de la SNCF, c'est des matériels qui étaient destinés au recyclage sont maintenant à 80% reconditionnés et recommercialisés. Donc, on voit l'impact majeur sur la planète que cette démarche et le travail qui a été fait avec eux a permis de réaliser. Voilà. Concrètement pour vous, un poste client et s'équiper en poste client, ça veut dire quoi? C'est pouvoir s'approvisionner chez nous en PC, PC portable, moniteur, des stations d'accueil, clavier, souris. On est en capacité de vous livrer aujourd'hui des matériels à l'unité, mais également en volume, et vous fournir des volumes homogènes, donc chez un même constructeur ou un modèle identique. On a, pendant le confinement, par exemple, équipé une société dans l'énergie sur plus de 3000 PC pendant une période de 6 mois. Donc voilà, sur 6 mois, on a pu leur livrer 3000 PC sur 2 modèles, donc des Lenovo T460, T470. Voilà, on est en capacité aujourd'hui de fournir en volume, mais également à l'unité si vous le souhaitez. Vous pouvez aller sur des plateformes de type back market, mais qui, selon nous, sont plutôt adaptées au grand public et moins aux professionnels, puisque vous n'aurez pas tous les services associés, tous les services d'un revendeur professionnel sur ce type de matériel. Vous pouvez également travailler avec votre partenaire actuel, infogéreur, revendeur, qui pourra s'approvisionner chez nous et bénéficiera des mêmes services de maintenance que vous pourriez obtenir de sa part. La personnalisation, donc on est en capacité d'accessoiriser, on fait déploiement, masterisation, et d'un point de vue SAV, qui est un point important, voilà, on garantit l'ensemble de nos matériels 12 mois, quel que soit son grade, donc grade A et B, c'est les 2 grades que l'on fournit à nos clients, donc c'est des niveaux de qualité esthétique, très bon état et bon état, et j'allais dire confiant dans la qualité de notre conditionnement, on garantit nos matériels jusqu'à 36 mois. Voilà, c'est souvent le frein et souvent par méconnaissance aussi de cette filière, c'est notre capacité à garantir les matériels
au-delà de la première année. Donc, on fournit des extensions de garantie jusqu'à 36 mois. Là, on parle du poste de travail, mais ça a été dit précédemment, hein, le poste de travail, ça s'étend aussi maintenant aux smartphones et tablettes. Donc, on fournit également smartphones et tablettes en reconditionné. Et par extension, hein, l'infra et le réseau qui, j'allais dire, fait partie de l'environnement de travail à distance, mais qui fait partie de l'environnement de travail. Et on pourra également fournir ce type d'équipement. Et on reprend évidemment, hein, qui est la première étape dans notre métier, de récupérer ces matériels. Quand on parle de télétravail… Désolé Salem, il va falloir accélérer s'il vous plaît. Ah d'accord, ok, je me rends pas compte en fait de temps qui passe. Merci. Voilà, mais pas de souci. Donc, il me reste combien de temps? 3 minutes? Oui, allez, 3 minutes. 3 minutes. Bon voilà, ça va aller vite. Voilà, donc on parlait du poste de travail en télétravail, un PC portable, 2 écrans, des portables de 6e génération, 8 Go, 256 Go de SSD. Donc voilà, l'équivalent d'un point de vue équipement à un PC neuf. Et on a 2 écrans, on masterise le PC, on le garantit 24 mois, on est en capacité de livrer chacun de vos collaborateurs. C'était un exemple pendant la période de confinement. En reconditionné, ça vous coûtera 65 000 € ou en mode redevance 2 750 €. En mode neuf, voilà, 130 000 €. C'est vraiment pour vous donner un ordre d'idée de l'impact budgétaire du reconditionné. D'un point de vue RSE, là, on est parti sur la base de 500 PC portables uniquement. Et ce qui est important, c'est les équivalences. Donc, c'est 500 PC portables qui ne sont pas fabriqués, qui sont reconditionnés, mis à disposition des entreprises. C'est 23 000 trajets Paris-Marseille en TGV, 4 000 smartphones fabriqués. Voilà. Et c'est chez nous faire travailler plus d'un mois un salarié en situation de handicap pour préparer les matériels, les reconditionner. Vous parlez tout à l'heure, j'allais dire, de l'étape d'après pour beaucoup d'entreprises, c'est de passer dans un modèle à l'usage. Donc, c'est ce que l'on propose chez nous. Donc, c'est le modèle PC as a service durable, donc du matériel reconditionné. On prépare les matériels, on les déploie, on traite les incidents et on gère la fin de vie. Donc, j'allais dire, vous vous concentrez que sur l'usage de matériel et la mise à disposition auprès des collaborateurs, et cela sur la base d'une redevance mensuelle, tout inclus. C'est juste pour vous indiquer que ça existe sur le neuf, mais aujourd'hui sur le reconditionné, et qui est une offre unique sur le marché et qui est propre à All-in, c'est de pouvoir le faire sur du matériel reconditionné. Donc voilà, l'économie circulaire et le mode locatif, j'allais dire, aujourd'hui sont très cohérents. Pour terminer, c'est s'équiper de matériel prêt à l'emploi, sécurisé. Donc tous les matériels sont installés avec la dernière version de Windows 10. Les BIOS sont mis à jour si nécessaire. On sait répondre aujourd'hui, et on le fait de plus en plus malheureusement, c'est répondre à des situations de pénurie puisqu'on a du stock. On peut aussi gérer les transitions si vous avez des retards de livraison. L'impact environnemental, on en a parlé. Les entreprises, typiquement aujourd'hui, s'équipent en neuf et viennent compléter en reconditionné, soit pour des problématiques budgétaires, soit pour des problématiques de disponibilité, ou pour s'engager, j'allais dire, dans des démarches RSE et réduire leur impact environnemental. Parc homogène, on est en capacité de le faire sur plusieurs centaines de pièces. Et en conclusion, c'est tout ce que l'on fait aujourd'hui, c'est vraiment la définition de ce qu'est un achat responsable. C'est achat dont les impacts environnementaux, socio-économiques sont les plus positifs possibles sur toute la durée du cycle de vie. Et c'est ce que l'on essaye de faire depuis une vingtaine d'années. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et je suis à votre disposition pour répondre aux questions. Et puis désolé pour le retard. Merci. Il n'y a pas de mal. Merci Salem. Donc on Voilà, voit bien que merci. le développement durable et poste de télétravail, c'est effectivement compatible. On va continuer donc avec l'intervention de Romain, Nicolas, à qui je passe la main, qui va lui faire une intervention sur la cybersécurité. Oui, bonjour. Alors, je ne sais pas si je partage le bon écran. Alors oui, nous voyons bien. Vous pouvez le mettre en plein écran. On voit bien, voilà, c'est bon, c'est votre le bon écran. présentation. Oui, ok. Voilà, impeccable. C'est bon, vous la voyez? Oui. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie pour l'invitation à ce webinaire autour du télétravail. Je me présente, je suis Romain Nicolas, ingénieur commercial chez Wacom, et j'accompagne les entreprises et entités publiques depuis maintenant 10 ans dans leur transformation numérique. Je vais commencer par vous présenter Wacom avec quelques chiffres. Wacom fait partie du groupe Adista qui a été créé sur Nancy
et qui existe depuis plus de 20 ans. Nous sommes l'opérateur alternatif numéro 1 en France et vous connaissez sûrement les opérateurs traditionnels tels qu'Orange, Bouygues ou SFR. Un opérateur alternatif utilise l'ensemble de ces opérateurs et d'autres moins connus qui sont dédiés au monde professionnel pour raccorder vos différents sites. Nous sommes le numéro 1 de ces opérateurs alternatifs par nos 900 collaborateurs qui sont répartis sur 30 agences sur le territoire national et notre chiffre d'affaires de 220 millions d'euros prévu sur 2021. À savoir que nous disposons des certifications ISO 27001 et hébergement données de santé. Vous voyez bien la présentation qui défile? Oui, tout à fait. J'avais un doute. Ok, merci. Nous sommes opérateurs mais également intégrateurs de solutions réseau telles que le Wi-Fi ou les solutions SD-WAN. Nous proposons des solutions d'hébergement dans l'un de nos data centers ou de transition vers le cloud. La dernière brique est composée de solutions collaboratives telles que les communications unifiées ou la visioconférence. Pour faire le lien d'ailleurs avec la présentation de Christophe Allot de CLID, nous proposons la quasi-intégralité de nos solutions en mode hébergé, afin que l'on appelle du SaaS ou du mode cloud, afin que les entreprises que nous adressons puissent se concentrer sur leur métier et non sur les infrastructures. Et enfin, nous sommes en mesure de proposer l'infogérance de l'ensemble des solutions à notre catalogue, avec des ingénieurs qui sont certifiés au plus haut niveau. Alors on en vient au sujet du jour. Aujourd'hui, on va faire un focus sur 2 axes qui sont la communication et la cybersécurité en situation de télétravail. Pour commencer, comment communiquer en télétravail? Alors les outils traditionnels dont vous disposez peut-être, qui sont des PABX et des postes fixes, ne permettent pas aux collaborateurs de communiquer efficacement en dehors de l'entreprise. Pour cela, les solutions de communication unifiées qui sont proposées par Wacom permettent de travailler aussi efficacement en télétravail qu'au bureau, avec une expérience utilisateur de qualité. Ces solutions sont souvent composées d'un softphone qui est disponible sur ordinateur ou sur smartphone et permettent de téléphoner, chatter ou encore faire des visioconférences. Le télétravailleur peut alors utiliser le simple accès Internet de son domicile et le softphone, il est disponible depuis une application, depuis une interface web ou une application mobile. Alors je vous propose d'illustrer les possibilités de ces outils à travers une courte vidéo. Donc cette vidéo elle présente l'une des solutions de communication unifiée présentes au catalogue d'offres Wacom. Elle permet de gagner en liberté et en mobilité avec la possibilité de traiter vos appels depuis votre ordinateur. Vous passez et recevez vos appels depuis l'application, au bureau, comme à la maison. Vous retrouvez ici le softphone depuis lequel vous contrôlez l'appel, avec de la mise en attente, du transfert d'appel, du contrôle de messagerie. Cette solution, elle est proposée par Wacom sous la forme de licence par utilisateur, qui inclut l'ensemble des fonctionnalités de téléphonie traditionnelle, auxquelles s'ajoute la collaboration avec le chat ou encore la visioconférence. Le softphone, c'est la téléphonie à l'ère de mobilité et du télétravail. J'en ai fini avec la communication unifiée en télétravail et je passe à présent au second axe qui est la cybersécurité. La question, cette fois-ci, c'est comment sécuriser les postes utilisateurs en situation de télétravail. Commençons par un petit bilan. Nous constatons une recrudescence d'attaques et personne n'est à l'abri. Des TPE aux grands groupes en passant par les hôpitaux. Et on constate que 9 entreprises sur 10 ont été victimes d'une cyberattaque, bien souvent sans même le savoir. Les cybercriminels ont dans certains cas absorbé en silence les données de l'entreprise. Lorsque vos utilisateurs sont au sein de l'entreprise, ils sont normalement protégés par un firewall qui gère la sécurité périmétrique. En télétravail, comment assurer ce niveau de sécurité? Nous proposons des solutions sous forme de licences utilisateurs, encore une fois, qui permettent de sécuriser l'accès à vos applications et à la navigation web avec un firewall dans le cloud, c'est ce que l'on appelle des solutions de proxy cloud. Des solutions EDR qui permettent de détecter les menaces sur le poste de travail avant qu'elles ne se répandent, c'est de l'antivirus avancé. De l'anti-spam, de l'anti-phishing qui permet de sécuriser et détecter les emails malveillants. Et enfin, des solutions de MFA qui permettent d'augmenter la sécurité de vos accès par une authentification multifacteur. Afin de déterminer la maturité de la cybersécurité de votre entreprise, nous proposons des diagnostics sous la forme d'un questionnaire. Ces diagnostics peuvent être complétés par un audit détaillé ou encore un test d'attaque dont a parlé également, il me semble, en début de présentation, Christophe Allot. Lors de ces tests, nous simulons par exemple une cyberattaque par l'envoi d'un faux email et cela permet d'une part de mesurer les risques et d'autre part de sensibiliser les utilisateurs.
Alors en synthèse, Wacom vous propose d'être un guichet unique pour vos besoins télécom et réseau. On vous propose également un accompagnement qui est commercial et technique, et nous sommes un partenaire qui est réactif, flexible et pérenne. Je pense que j'ai pu peut-être rattraper un peu le temps, j'ai été un peu plus court que Oline sur la présentation. En effet. Le but, c'était d'être bref et de vous faire un focus donc, sur ces deux axes que sont les communications unifiées et la cybersécurité. Et puis, je propose les participants de me recontacter s'ils veulent en savoir un peu plus et me parler de leurs problématiques, que l'on puisse échanger sur les problématiques rencontrées. Ça marche. Ben, merci beaucoup, Romain. Je vais passer maintenant la parole à Régis Monod, donc, qui travaille chez Steelcase. Hop, je lui passe la main. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez? Impeccablement bien, et qui là va nous parler plutôt mobilier. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, vous pouvez le mettre en plein écran. Oh, c'est un ancien logo, merveilleux. Ça, CCI. Bon, merci beaucoup de nous inviter à ce webinaire extrêmement intéressant, en effet, sur une thématique qui nous prend beaucoup de temps en termes de réflexion, qui est le télétravail. Donc, très rapidement, au niveau de Steelcase, nous sommes, nous, leader mondial dans l'aménagement des espaces tertiaires. Donc, forcément, le télétravail nous questionne. Et nous sommes portés par des valeurs fortes. Donc, quand on parle de télétravail de manière durable, Steelcase, depuis très longtemps, agit beaucoup au niveau de l'environnement. Tous nos produits sont éco-conçus avec un maximum de produits recyclés et sont recyclables à 100% en fin de vie. On regarde aussi de nouveaux moyens de production et pourquoi pas faire d'ailleurs de l'upscaling de produits existants qu'on pourrait recycler aussi et puis et renouveler comme produits neufs. Donc tous nos produits sont évidemment certifiés aussi, soit NF Environnement, PEFC, etc. Steelcase, où sommes-nous concepteurs, fabricants de nos solutions mobilières. Nous avons différentes entités industrielles au niveau de l'Europe et nous sommes extrêmement fiers d'avoir une magnifique usine à Sarrebourg, en Moselle, et nous fabriquons donc à Sarrebourg toutes nos solutions d'assises, nos sièges de travail, nos canapés, et ce pour l'ensemble de l'Europe, Moyen-Orient et l'Afrique. Donc voilà, on porte fièrement ce drapeau mosellan. Rapidement aussi, puis j'écoutais avec beaucoup d'attention l'intervention de Rémi et on est très fiers aussi sur Sarrebourg d'avoir été récemment distingué aussi sur toutes les réflexions qu'on peut mener au niveau industriel sur la réduction des TMS. Et on a eu un bel article de l'INRS encore récemment, j'ai mis le lien juste en dessous si ça vous intéresse. Enfin, Steelcase, nous sommes donc un acteur global, mais aussi un acteur de proximité et nous nous appuyons sur un réseau de partenaires, distributeurs ancrés sur leur territoire. Donc, pour le Grand Est, nous sommes présents sur Reims avec l'entreprise s'appelle Steelcase Solutions Champagne. Nous sommes présents sur Nancy et Metz avec SDIB, qui nous représente depuis plus de 40 ans, et sur Strasbourg avec Tertia Solutions. Donc, j'ai indiqué aussi toutes les coordonnées de nos partenaires locaux. Voilà, que vous pouvez avec grand plaisir contacter. Et nous avons aussi un petit outil de localisation de nos partenaires sur l'intégralité de la France directement sur notre site. Nous avons plus de 50 partenaires en France. Donc, partons maintenant sur cette notion de travail hybride. Alors, Christophe a bien commenté, bien développé en début de discussion cette nouvelle réalité du télétravail. Donc, ça y est, nous y sommes. Nos clients, entreprises, sont en train de discuter, de négocier un certain nombre de jours de télétravail. Donc, nous rentrons de plein pied dans ce que nous appelons l'employé hybride, qui sera au bureau une petite majorité de temps. On voit à peu près que l'équilibre aujourd'hui se trouve sur environ 2 jours acceptés, tolérés de télétravail et environ 2 à 3 jours présents au bureau. Et de par nos recherches globales, on est vraiment sur une grosse majorité d'entreprises qui passent dans ce monde hybride. On estime globalement à environ 75% d'entreprises qui sont en train de faire cette mutation. Après, on va avoir des différences un petit peu culturelles. En France, on est plutôt à 60-65%. En Allemagne, par exemple, on est plutôt à 55%. Donc, on voit que ce mode hybride est aussi dépendant des cultures nationales des pays.
Donc, on a évidemment énormément réfléchi, on mène beaucoup de recherches sur l'impact que pourrait avoir ce mode hybride demain dans l'espace de travail tertiaire. Donc, on a développé de nouveaux principes d'aménagement de futurs espaces de travail, quelles sont les attentes de nos télétravailleurs au retour au bureau. Et on a commencé à penser un petit peu de nouveaux écosystèmes d'espace dans le monde tertiaire. Et se pose évidemment la question pour nous du télétravail. C'est quelque chose qui est très nouveau pour nous. Steelcase, c'est le grand acteur de l'aménagement des espaces de bureaux, espaces tertiaires, et on est devant cette nouvelle réalité où le terrain de jeu finalement de l'espace de travail s'étend jusqu'à la maison des collaborateurs. Et donc, on se pose beaucoup de questions de comment on pourra accompagner demain nos clients dans cette nouvelle réalité. Donc, rapidement, quelles sont nos réflexions sur le télétravail? Alors, Rémi en a aussi beaucoup parlé. La plupart des personnes qui travaillent chez elles le font de manière assez inconfortable. Il faut voir qu'auparavant, le télétravail était plus quelque chose qui était demandé par le collaborateur, qui était accepté par l'entreprise. Donc, l'entreprise se sentait moins peut-être dans un devoir d'assurer un certain niveau d'ergonomie à la maison. Il faut voir aussi que ce confinement a été un télétravail imposé. Donc, voilà, on n'a pas eu le choix, on a dû s'adapter comme on pouvait. Mais en tout cas, le constat est que si ce télétravail demain perdure, il y a un vrai travail à mener au niveau de l'ergonomie à la maison. Et pour nous, c'est compliqué parce qu'on touche un élément qui est extrêmement mouvant. Chaque situation, chaque habitation, chaque espace de vie est propre à chaque individu. Et donc, autant on est capable, nous, sur des espaces tertiaires, de définir des grandes typologies d'aménagement, autant à la maison, c'est plus compliqué. Puis on ne va pas demander non plus aux gens de nous envoyer leur plan d'aménagement de leur maison pour savoir où travailler. Et on a à la maison, pour certains, de tout petits espaces pour travailler. D'autres ont la chance d'avoir des bureaux, un bureau, une pièce en tout cas dédiée. D'autres doivent aussi s'accommoder dans des espaces de vie et les adapter à cette nouvelle réalité du télétravail. En tout cas, on se rend compte que plus on aura des espaces de travail dédiés, en tout cas aménagés, comme encore une fois Rémi le disait, plus on aura cette hausse de productivité. Donc voilà, pour nous, il a fallu nous adapter et mettre en place de nouvelles solutions dédiées. Steelcase, nous sommes très connus, reconnus dans tout le monde du B2B, d'entreprise à entreprise. Et donc, il a fallu regarder cette nouvelle réalité, sachant que dans le monde du B2C, on va avoir des impacts normatifs différents aussi que dans le monde de l'entreprise. Donc, le premier élément pour nous a été de nous assurer que les produits qu'on rendrait disponibles dans un cadre de programme télétravail allaient respecter évidemment toutes les normes législatives, normatives de l'équipement à la maison. Et on a vu d'ailleurs sur l'usage de nos produits, dans l'entreprise, il n'y a pas d'enfants. À la maison, il y a des enfants. Et donc, on a dû regarder aussi, est-ce qu'on a des petites pièces qui pourraient être dangereuses demain pour l'environnement familial et qu'on devait vraiment supprimer de nos produits, en tout cas rendre des produits qui allaient vivre de manière sécuritaire à la maison. On a dû aussi totalement repenser nos systèmes de commande grand public. Évidemment, on était avant sur des systèmes de relations avec des acheteurs, d'entreprises. Là, il faut, comme on augmente le terrain de jeu, il faut augmenter aussi l'accès à l'achat chez nous. On a regardé aussi les attentes en termes de délai de fabrication. On veut avoir un siège peut-être plus rapidement pour chez soi que l'entreprise qui va programmer un déménagement. De nouvelles façons aussi de livrer nos produits directement. Donc, il a fallu qu'on revoie aussi nos emballages. Des produits repensés aussi pour qu'ils soient extrêmement faciles à monter, sans outillage, ou directement livrés montés. Et enfin, adapter aussi nos conditions générales de vente, parce que quand on est en B2C, il y a par exemple ce choix de pouvoir dire je rends un produit au bout de 15 jours s'il ne me convient pas. Donc, il a fallu qu'on revoie aussi tous ces éléments qui étaient liés à ce nouveau monde pour Steelcase, qui est le B2C. Donc, très rapidement, je voulais vous montrer
quelques solutions qu'on a pu mettre en œuvre. Alors tout d'abord pour nos grands comptes, grandes entreprises que nous accompagnons de manière nationale, voire globale. On est passé de ce qu'on a appelé nous le B2B pur, hein, l'équipement au travail, au bureau, à ce qu'on a appelé le B2B2C. Donc on a été amené à discuter avec ces grands groupes pour sélectionner différents modèles à la fois de sièges, mais aussi, pourquoi pas, de bureaux ou d'accessoires, et de créer des plateformes de commandes directes avec soit des livraisons au dépôt de nos partenaires, et après les gens viennent me chercher le matériel, soit directement dans l'entreprise ou alors directement au domicile. Donc voilà, on a créé plein de plateformes pour tous nos grands clients pour les accompagner dans cette mutation de l'équipement à domicile. Nos partenaires ont aussi développé énormément de solutions et d'offres. Alors ça, c'est un exemple hein, de catalogue qui a été développé. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que ça a été fait selon le type d'espace qui était proposé, que ce soit si j'ai un bureau, comment je peux m'équiper, si je travaille dans une pièce à vivre comme un salon, comment au mieux m'équiper, si j'ai voilà, un tout petit espace partagé, comment aussi m'équiper pour vraiment avoir la meilleure ergonomie possible dans l'espace dédié. On a aussi eu pas mal de solutions que je trouvais extrêmement intéressantes et innovantes, de conditions commerciales, par exemple, repensées. On a mis en place, par exemple, sur la Lorraine, avec des clients, de leur dire, vous commandez un siège de travail pour le bureau, eh ben, on vous propose à des prix négociés un deuxième siège pour l'équipement à la maison. On a vu aussi beaucoup d'entreprises se dire, bah, finalement, mon espace, mes mobiliers que j'avais auparavant, d'ailleurs pour certains qui sont partis à la maison dans le cadre du confinement, on a vu beaucoup d'entreprises où les collaborateurs sont partis avec leur siège de travail chez eux pour travailler, bah, finalement on va faire un don, donner l'ancien mobilier pour pouvoir rééquiper l'espace bureau, parce qu'il y a aussi un élément qui est intéressant, c'est qu'il faut attirer les gens, les faire revenir au travail, et donc ça a été aussi un élément dynamisant. Enfin, on a dû, et c'est une première, totalement nous réorganiser, et on a tout récemment ouvert ce qu'on appelle le Steelcase Store. Donc, on peut aujourd'hui commander des produits Steelcase en ligne en tant que particulier, avec des prix indiqués qui sont des prix TTC livrés directement au domicile. Et pour ce faire, on a développé 5 gammes de sièges qui nous paraissaient parfaitement répondre à tout ce que Rémi nous a dit en termes d'ergonomie, ou par exemple un bureau réglable en hauteur qui va pouvoir se monter, s'ajuster sans aucun outillage. Donc voilà, il a fallu qu'on se réinvente très rapidement dans tout ce nouveau monde du B2B qui glisse vers le C, voire du B2C direct. Pour terminer, une fois qu'on a mis en place ces différentes plateformes d'achat, d'accession à nos produits pour tout le monde et l'équipement à la maison, c'est poser la question comment accompagner ces utilisateurs qui sont plus dans l'espace de travail. Hein. Quand nous on livre des sièges, on va accompagner l'adoption des sièges, s'assurer que les gens savent bien comment ajuster le siège par rapport à leur morphologie. C'est plus compliqué de le faire à la maison. Parce qu'auparavant, on arrive en entreprise, on prend des groupes de personnes de 20 en 20 personnes et on va pouvoir comme ça former les gens sur l'usage du mobilier. Donc, on a dû développer très rapidement des conseils pour bien télétravailler. Donc ça, c'est dès le démarrage du confinement. Vous trouverez une adresse mail où on a toutes ces astuces, ces recommandations, les éléments importants à prendre en compte dans une posture de télétravailleur. On a aussi développé des documentations de plus en plus digitales sur comment bien ajuster mon siège de travail, vu qu'on ne peut plus, nous, le faire directement en entreprise. Donc, tous nos produits ont une petite vidéo sur YouTube. Vous tapez n'importe quelle gamme Steelcase sur YouTube et vous trouverez donc la petite vidéo sympathique
pour montrer comment ajuster les produits. Et on est allé jusqu'au conseil d'entretien. Parce qu'encore une fois, dans une entreprise, on a des équipes de facility management qui vont maintenir les produits dans l'entreprise. À la maison, c'est plus compliqué, donc d'amener aussi cette expertise, ce savoir de l'entretien du produit par des particuliers directement chez eux. C'est tout bête, mais comment je lave un siège? Comment je m'assure de laver une tâche sur un tissu? Donc voilà, pour conclure, je vois que l'heure, on est pile poil sur 11h30. Donc, au niveau de Steakez, on a dû se réinventer pour pouvoir regarder comment travailler ce nouveau terrain de jeu qui était le travail à la maison. Donc, un design qui est connu, sans concession, un vaste portefeuille de produits, voir lesquels sont les plus adaptés au monde domestique, une assurance qualité éprouvée aussi pour l'équipement à la maison, des espaces fonctionnels. On va rechercher un petit peu quels espaces cibles on pourrait aménager pour offrir la meilleure ergonomie aux collaborateurs chez eux, des produits simples à mettre en œuvre et enfin des produits qui amènent toute l'ergonomie dont Rémi a commenté en termes de bien-être physique, mais aussi psychique et émotionnel des collaborateurs. Merci Régis, donc merci à tous les intervenants. Effectivement, on est dans les temps, on est dans les temps du webinaire. On va peut-être prendre, pour ceux qui peuvent rester, il y a quelques questions, donc on va faire 5-10 minutes de temps de questions-réponses quand même. Alors Salem, une question pour vous par rapport aux objets qui sont reconditionnés. Comment est-ce qu'on peut combiner reconditionnement et évolution technologique ? On peut combiner les deux. Notre position, elle est qu'il faut regarder d'abord l'usage. L'évolution technologique, elle est pas toujours nécessaire. On voit que pour un usage bureautique, tous les clients qu'on a équipés pendant le confinement, c'était pour faire du bureau à distance ou pour faire, j'allais dire, des usages qui se sont développés, donc de la visio, etc. Donc voilà, nos matériels sont adaptés à l'usage. Donc souvent, il y a la course à l'évolution technologique et à l'innovation. Quand c'est vraiment nécessaire et on a besoin de performance, il faut s'orienter vers le neuf parce que la dernière machine sera appropriée. Quand on est sur un usage courant, qui est à peu près 80% des besoins dans une entreprise, sur du poste de travail, nos machines qui sont aujourd'hui toutes mises à jour en Windows 10, 8 Go de RAM et 256 Go de SSD, donc des disques flash et puis les disques mécaniques. Et sur cette base-là, on se rend compte que, en rapport avec le besoin de l'utilisateur, on est totalement en phase et on ne vend pas de la performance ou de la technologie qui n'est pas nécessaire. Donc, encore une fois, dans cette approche de sobriété numérique aussi, nos matériels sont parfaitement adaptés aux besoins des utilisateurs. D'accord. Peut-être plutôt Christophe et Rémi à voir. Est-ce qu'il y a une tendance aujourd'hui dans les choix des équipements entre PC portable, fixe, grand écran et par rapport aux équipements entre la maison et le télétravail, ou est-ce que vous ne voyez pas nécessairement de tendance? Non, après la tendance c'est peut-être le PC portable, je dirais, qui est plus facilement transportable entre l'entreprise et le domicile. Mais après, ça je peux pas vous dire précisément, ça j'ai pas constaté trop d'évolution par rapport à ça, mis à part lui, peut-être qu'on voit plus de PC portable qu'avant quand même. D'accord, ou Salem peut-être, ouais, ou même Romain d'ailleurs. De notre côté, j'allais dire, on le voit puisqu'on équipe les entreprises. On a vu, oui, un basculement évidemment du PC fixe vers PC portable, mais c'était une tendance qui avait démarré déjà il y a un petit moment parce qu'il y avait cette approche, j'allais dire, mobilité. Et ce que l'on voit beaucoup, c'est l'équipement des entreprises chez le particulier. Donc équiper le collaborateur en écran et en double écran, pour avoir, encore une fois, plus de confort, plus de productivité. Et le recours au reconditionné permet de passer à 2 écrans plutôt qu'un pour un budget similaire. Bon, voilà. Donc nous, on a vu un équipement des collaborateurs sur du double écran en entreprise, et on a même eu des demandes pour la fourniture de packs complets, incluant le siège, l'écran, le casque. Donc la volonté des entreprises, c'est vraiment d'équiper au mieux leurs collaborateurs quand ils sont en télétravail. D'accord.
Bon, bah super, merci. Les autres questions, on y a répondu pendant les interventions. A priori, je relis tout, mais on est bon. Une dernière question peut-être. Est-ce qu'on a une idée du pourcentage des entreprises ou institutions qui ont fait le choix d'équiper la maison? Et rapport public-privé. Alors, je sais pas, je comprends pas trop la Alors question, là, mais voilà. Est-ce qu'on a une tendance quand même là-dessus sur l'équipement moi, je Régis, dirais peut-être? En fait, c'est encore compliqué, hein. En télétravail, Ouais, encore très peu d'employeurs qui financent l'aménagement des postes au domicile. Mais après, on est au tout début, je pense que ça va se développer de plus d'accord. en plus. tout à fait, je confirme. Alors aujourd'hui, l'entreprise devait déjà définir quelles étaient les règles du télétravail. Donc on est Oui, juste à la fin de ces négociations, plutôt au niveau des DRH. Et maintenant se pose en effet la question de droit et devoir de l'entreprise de pouvoir équiper les personnes à la maison. Donc ça démarre tout doucement, mais ça démarre réellement. Après, on voit différentes solutions, les choix qui sont faits. Donc, on parlait de dons auparavant. Ça peut aussi être un abondement de l'entreprise qui va permettre aux salariés de pouvoir s'équiper de ce qui lui manque finalement chez lui, de prendre en compte aussi ce qu'il a à la maison et ce qui lui manque. Donc, que ce soit un choix plutôt de matériel informatique ou de matériel mobilier d'équipement. Nous, c'est clairement les sièges de travail qui sont plébiscités. Souvent, c'est ce qui manque à la maison. Ou alors directement que l'entreprise impose un modèle référencé à tous ses collaborateurs en télétravail. Mais ça progresse aujourd'hui rapidement. d'accord. Et sur le choix privé-public, nous, les premiers à avoir démarré l'équipement à la maison sont plutôt les organisations publiques qui ont très rapidement, dès le début de l'été, qui nous ont passé commande pour équiper leurs collaborateurs à la maison. C'est allé plus vite côté public que côté privé. D'accord. Ok, bah c'était bien le sens de la question qui m'a été reprécisée. Donc, super. Parfait. Eh bien, merci à toutes et à tous. Donc, vous allez recevoir les supports qui ont été présentés donc par mail et le lien vers le replay. Et puis pour les participants, si vous pouvez prendre 1 ou 2 minutes pour répondre au questionnaire qui va s'afficher quand le webinaire s'arrêtera, pour voilà, si vous avez des sujets que vous voulez voir émerger toujours sur ces achats durables, achats responsables pour l'année 2022 à venir. Eh bien, je vous en remercie. Bonne journée à tous et puis à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir, bonne journée. Merci beaucoup. À très Au bientôt. revoir, merci. Merci, au revoir.